Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour l'entretien politique de la semaine, entièrement consacré aux dernières déclarations choquantes du président français, reprises par le quotidien Le Monde et qui ont profondément indigné les Algériens. En signe de rejet catégorique de ces propos, le président Tebboune a rappelé pour consultation l'ambassadeur d'Algérie en poste à Paris de l'avis général. Les velléités électoralistes d'Emmanuel Macron ne sauraient être la seule explication de ce dérapage dangereux, d'autant que le président sortant a engagé son pays depuis quelques années dans des crises diplomatiques sérieuses avec ses partenaires européens comme l'Italie en 2019 au sujet des Gilets jaunes ou plus récemment avec ses alliés traditionnels comme Washington et Canberra, qu'il qualifie de déloyaux suite à l'affaire des sous-marins. Le président français s'en est aussi pris à plusieurs reprises à Ankara ou encore à Bamako avec une rare véhémence verbale, une diplomatie donc française en dents de scie aventureuse qui tranche avec la pondération habituelle, surtout dans les questions sensibles qui lient notamment Alger et Paris, la question mémorielle en l'occurrence alors que les Algériens s'apprêtent à commémorer les massacres encore non reconnus par l'État français du 17 octobre 1961 comme crime de guerre et crime contre l'humanité. On reçoit via Skype, vous l'aurez compris, pour en parler ce soir à partir de Paris, Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, politologue et universitaire français. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je vais vous demander votre réaction tout simplement sur les propos du président français, des propos choquants, comme je le disais, et ces déclarations qui ont été faites, il faut le rappeler, devant une assistance composée notamment de jeunes petits-enfants de pieds noirs et de harkis, le contexte étant important. Tout d'abord, je pense, contrairement à ce qui est parfois dit, que effectivement cette déclaration est moins faite à destination d'abord du président de la République algérienne et des officiels algériens. Nul ne peut échapper à ceci que effectivement Emmanuel Macron est en campagne. Et je pense que l'essentiel de ces actes, de ces prises de parole, des décisions qu'il peut prendre ou que le gouvernement peut prendre actuellement, sont fondamentalement déterminés par le fait qu'Emmanuel Macron est en campagne électorale. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que cette déclaration à l'endroit des autorités algériennes, et plus généralement à l'endroit du peuple algérien, sont d'abord et avant tout destinées à l'électorat français, à l'électorat d'extrême droite, à l'électorat de droite, dans un contexte où, effectivement, Emmanuel Macron, d'une part, a fait déjà, selon les termes officiellement employés, un certain nombre de gestes, et il s'agissait, après avoir, en tout cas, fait semblant de faire droit aux revendications d'un certain nombre de jeunes héritiers de l'immigration post-coloniale, de faire entendre un discours effectivement qui peut paraître, qui est effectivement très sévère à l'endroit des autorités algériennes et de l'Algérie, pour pratiquer au fond ce qu'Emmanuel Macron ne cesse de pratiquer, c'est-à-dire le en même temps. Faire croire qu'il satisfait certains pour immédiatement éviter d'être et de susciter des polémiques sur un certain nombre de points, et notamment sur la question d'une part du passé colonial français en Algérie et d'autre part des polémiques relatives aux relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, auxquelles il faut ajouter évidemment la question des visas et des dispositions et des décisions extrêmement restrictives qui ont été prises récemment. Mais Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, des polémiques, on est un petit peu habitué dans un contexte, vous le disiez vous-même, de pré-campagne. Tous les candidats ou présidents sortants ont usé et abusé de ces thèmes un peu nodals de la colonisation, de l'histoire de la colonisation ou encore l'immigration. Mais pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron est allé aussi loin dans ses propos? C'est une première. Alors, c'est une première en effet. Il faut souligner que de ce point de vue-là, l'involution est tout à fait spectaculaire entre le candidat Emmanuel Macron qui, lors d'un déplacement en Algérie, et je dis bien le candidat Emmanuel Macron avant les élections présidentielles, les dernières évidemment, avait déclaré à une télévision privée algérienne que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Oui. Il semblait qu'un pas très important avait été fait, mais rappelez que Emmanuel Macron, candidat alors, sitôt qu'il était rentré à Paris, avait au fond fait entendre ceci, que ce qu'il avait déclaré à Alger dépassait au fond assez largement sa pensée et globalement il est complètement revenu
sur cette qualification de la colonisation comme crime contre l'humanité. Donc on peut déjà parler à l'époque d'opportunisme politique, on pouvait déjà le décrire comme ça? Oui, mais de ce point de vue-là, Emmanuel Macron ne présentait à ce moment-là aucune originalité particulière, si ce n'est que, effectivement, pour la première fois, un candidat avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Mais avant lui, un certain nombre de responsables politiques français, des présidents de la République, des premiers ministres, avaient déjà fait entendre aux autorités algériennes parfois ce qu'elles souhaitaient entendre. Qu'Emmanuel Macron ait qualifié, comme on le sait, la colonisation française, était effectivement nouveau. Ce qui n'était pas nouveau, c'est le fait qu'au fond, il est revenu immédiatement après sur les dits propos, et depuis, d'ailleurs, c'est bien gardé de les réitérer dès lors qu'il a été élu chef de l'État. De ce point de vue-là, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et il a des prédécesseurs qui, en cette matière, avaient procédé de la même façon. Alors, c'est tout de même curieux qu'aujourd'hui, le même Emmanuel Macron, aujourd'hui encore président en exercice, ait choisi de sacrifier cet électorat maghrébin, cet électorat algérien en particulier, puisqu'on en parle, aux portes des présidentielles de 2022, alors qu'il a tout fait pour le séduire en 2017. Oui, enfin, il a tout fait pour les séduire. Il a fait quelques phrases pour prétendre les séduire. Je crois qu'il faut, pour comprendre cette involution de la position du chef de l'État français, la replacer dans un contexte qui est celui d'une droitisation très spectaculaire d'un certain nombre d'organisations politiques en France, et plus généralement une droitisation tout à fait remarquable, mais sinistre, des discours tenus par un certain nombre de responsables politiques, que ce soit du côté des Républicains, que ce soit bien sûr du côté du Rassemblement national. Et il ne faut évidemment pas oublier dans cette galerie tout à fait singulière la présence d'Éric Zemmour, dont on sait, dont on connaît les propos. Et rappelez que Éric Zemmour a été condamné au moins par 2 fois pour des propos qualifiés d'incitation à la haine raciale. Oui. Et donc je pense que dans ce contexte-là, la préoccupation principale de Macron n'est pas tant un électorat réputé de gauche. Je crois que la préoccupation essentielle de Macron est au contraire d'essayer de fidéliser un électorat du centre droit, une partie d'un électorat de droite, dont il sait qu'il est extrêmement sensible à la question des rapports entre la France et l'Algérie d'une part, et d'autre part évidemment aussi extrêmement sensible à la question des commémorations, dont il faut rappeler que nous sommes là, d'une part, à quelques jours de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961, et que dans un an à peu près, il va y avoir aussi la commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Et donc cette séquence mémorielle et commémorielle, comme on dit, risque de susciter des réactions tout à fait violentes en France, notamment de l'extrême droite, mais également des républicains qui se sont convertis, faut-il le rappeler, depuis la loi du 23 février 2005, à un discours apologétique de la colonisation en général. Oui. Et apologétique de la colonisation de l'Algérie en particulier. Alors justement, comment expliquer que Emmanuel Macron, qui a quand même fait avancer certains pions, notamment au cours de son mandat, avec la restitution des crânes des résistants algériens, en demandant un rapport à l'historien Benjamin Stora, sur un travail mémoriel, il a quand même reconnu l'assassinat d'Ali Boumendjel. Il y a eu certaines avancées, même minimes par rapport à ce qui reste à faire, semble avoir changé de fusil d'épaule de manière assez brutale, il faut le dire. Comment l'expliquer, selon vous? Et je pense qu'en ces matières, Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, est beaucoup moins motivé, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, par un désir de savoir et un véritable désir de reconnaissance, mais motivé au fond par des considérations opportunistes, parce que ce sont des considérations fondamentalement électoralistes. Alors les gestes que vous citez peuvent être qualifiés par certains de petits pas, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement d'ailleurs à ce qu'Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent voudraient faire croire, ces petits pas n'indiquent pas à proprement parler une véritable direction et plus spécifiquement une véritable reconnaissance de ce qui a été perpétré par la France, non pas seulement au cours de la dernière guerre d'Algérie, mais depuis 1830. La guerre de libération. Un exemple. Emmanuel Macron a reconnu effectivement, enfin, la demande était pendante depuis très longtemps par celles et ceux qui étaient investis dans le comité Oudin. Emmanuel Macron a reconnu effectivement
que Maurice Audin, ce jeune mathématicien, avait été enlevé, torturé, Et assassiné et son corps porté disparu, c'est très bien, tant mieux, il fallait qu'il en soit ainsi, mais faut-il rappeler, et en Algérie comme en France, celles et ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie savent pertinemment qu'il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de Maurice Audin algériens qui, pour le moment, n'ont pas eu de reconnaissance officielle et dont les familles attendent toujours effectivement que le président de la République française reconnaissent ce qui a été perpétré à leur endroit. Et je rappellerai que sur cette question, grâce à la mobilisation du magistrat bien connu Louis Joinet, la disparition forcée est aujourd'hui reconnue comme un crime contre l'humanité. Ouais. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est le silence religieux de l'Élysée depuis la publication de ces propos dangereux du président français. Pensez-vous que c'est un silence donc de confirmation de ces déclarations ou que c'est une forme de latence qui pourrait annoncer un probable ou un possible rétropédalage? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Selon vous, évidemment. J'allais dire d'une certaine façon, heureusement, je ne sais pas de quoi ce silence est fait. En tout cas, pour le moment, constatez que ce silence est aussi, ou peut-être interprété comme une forme de mépris à l'endroit de celles et ceux qui ont réagi à ces déclarations, et dont le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, ils n'obtiennent pas de réponse positive eu égard aux positions qui ont été prises par le gouvernement et les autorités algériennes. Mais après tout, cela m'intéresse au fond moins que la question, encore une fois, des revendications de celles et ceux qui, en France en particulier, cherchent et entendent à faire reconnaître les crimes coloniaux commis par la France. Vous avez dit en introduction qu'il s'agissait d'une affaire algérienne. Il s'agit assurément d'une affaire algérienne, mais il s'agit aussi d'une histoire ô combien française. La guerre menée par la France dans ce qui était encore des départements français d'Algérie est bien une affaire française. Les massacres du 17 octobre 1961 qui ont eu lieu à Paris sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon, qui agissait lui-même sous l'autorité du Premier ministre Michel Debré et du ministre de l'Intérieur Roger Frey, est bien une histoire française. Et de ce point de vue-là, cette histoire, elle doit être effectivement pleinement reconnue et elle ne concerne pas uniquement des Algériens, elle concerne des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, d'héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale en France, et elle concerne évidemment aussi des Français qui estiment que, comme d'autres anciennes puissances coloniales, la France devrait reconnaître ce qui a été perpétré en Algérie notamment depuis 1830. Alors, vous parlez de mépris vis-à-vis des partis qui ont réagi à ces propos du président français. La partie algérienne a rejeté catégoriquement, comme je le disais en introduction, a rejeté catégoriquement ces propos, parle d'ingérence du président Macron dans les affaires internes de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que les relations iront vers une cassure si on continue sur cette ligne-là? Si Emmanuel Macron et son gouvernement, mais en fait en matière de diplomatie, nous savons tous, eu égard au fonctionnement de la Ve République et aux prérogatives du chef de l'État dans ses institutions, que les affaires diplomatiques en général, et plus spécifiquement les affaires sensibles diplomatiques, et nous savons combien les relations Algérie-France ou France-Algérie relèvent de ces affaires dites sensibles, que si Emmanuel Macron effectivement ne fait pas un geste, le risque est que la situation se dégrade plus encore. S'envenime, oui. Mais encore une fois, il n'est pas exclu que pour des raisons de nouveau électoralistes et encore une fois eu égard à l'involution de la situation politique en France, Emmanuel Macron préfère flatter l'électorat qu'il courtise que d'essayer d'apaiser les relations entre les autorités françaises et les autorités algériennes. Alors, vous ramenez tout un petit peu à des considérations électoralistes, mais beaucoup décrivent cette situation, en tout cas la ramènent aussi à des paramètres beaucoup plus profonds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce paramètre des élections présidentielles. On sait qu'en France, les nostalgiques de l'impérialisme français, de la colonisation tout simplement, et de l'Algérie française ont pu paver le chemin vers ce dérapage, mais il y a aussi des cercles qui ne s'inscrivent pas en France, qui ne s'inscrivent pas dans cette logique de dénigrement, de mépris, comme vous venez de le dire,
pensez-vous qu'ils pourraient eux aussi influencer en tout cas, ou faire pression sur le président français pour revoir sa copie? Hélas, je pense que, compte tenu du rapport de force politique existant aujourd'hui en France, ceux qui tiennent, si je puis dire, le haut du pavé, ou plus exactement, et pour le dire en des termes plus précis, déterminent en partie l'agenda politique et médiatique, sont Éric Zemmour notamment, pour partie le Front National sur tout ce qui relève des questions sécuritaires, des questions de l'immigration et bien sûr des questions des relations entre la France et l'Algérie, sans oublier encore une fois un certain nombre de dirigeants des Républicains qui, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, ne s'opposent pas tant aux idées du Front National ou d'Éric Zemmour, s'opposent plutôt à la personne d'Éric Zemmour et à la personne de Marine Le Pen, parce qu'ils sont l'une et l'autre perçus comme une menace pour les actuels prétendants à l'élection présidentielle. Ce qui fait qu'ils combattent les individus, mais dans certains cas, ils reprennent leurs idées, et c'est évidemment le cas en matière sécuritaire, c'est évidemment le cas en matière d'immigration, et c'est évidemment le cas relativement à l'ensemble des questions mémorielles que nous avons évoquées. La question des visas, de ce point de vue-là, est tout à fait significative. Et en partie d'ailleurs, un certain nombre de réactions de responsables politiques ont salué cette mesure en considérant d'ailleurs qu'elle était à la fois nécessaire et insuffisante. C'est bien la preuve qu'en restreignant de façon drastique l'octroi des visas aux ressortissants algériens, Emmanuel Macron cherchait à poursuivre au fond deux objectifs, satisfaire cet électorat et faire croire donc que lui, en tant que chef de l'État, est le plus à même de prendre des décisions permettant d'endiguer, selon les termes aujourd'hui, hélas, toujours employés, d'endiguer les flux migratoires en provenance du Maghreb en général et en provenance d'Algérie en particulier. On peut parler d'un chantage comme procédé diplomatique. C'est pour le moins inélégant de la part d'un président français? Oui, c'est pas seulement inélégant, c'est aussi une atteinte à la liberté de circulation, c'est une atteinte aux droits de celles et ceux qui en Algérie veulent venir en France pour étudier, veulent éventuellement venir en France pour voir des proches, veulent pouvoir venir en France pour la question du regroupement familial. C'est une atteinte significative, et encore une fois, à la liberté de circuler entre l'Algérie et la France. Et rappelez que ce n'est pas la première fois que la France et plus généralement l'Union européenne fait pression sur les États du Maghreb en général et sur l'Algérie en particulier pour que ces États durcissent leur législation nationale et au fond fassent office d'États policiers qui prennent leur part dans ce qu'il est convenu d'appeler la régulation des flux migratoires. Oui. Alors, depuis quelque temps, Emmanuel Macron multiplie les diatribes pour exprimer son mécontentement. Quand il le fait, comme avec la Turquie, le Mali et l'Algérie, depuis hier, il s'adresse directement au peuple et non pas aux États, une formule qui tend à délégitimer les pouvoirs en place et leur gouvernement élu. Pourquoi cette ingérence dans les affaires des États, selon vous? Pourquoi cette ingérence? Parce que dans à peu près tous les pays où vous avez cité, la France se trouve, les autorités françaises, les militaires français, mais les responsables politiques qui ont envoyé ces militaires français, notamment au Mali, se trouvent aujourd'hui dans une position pour le moins délicate, à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan politique et sur le plan militaire, notamment après la victoire des talibans à Kaboul. Et le risque que, au fond, la défaite militaire états-unienne en Afghanistan soit en quelque sorte le signe avant-coureur d'une défaite à la fois militaire et politique de la France dans la zone sahélienne en Afrique. En quoi c'est lié? En quoi c'est lié? En quoi c'est lié? C'est lié en ceci que, comme il n'y a pas eu, il ne pouvait y avoir de solution militaire à ce qu'il est convenu d'appeler la crise en Afghanistan, il me semble, et les spécialistes le reconnaissent, qu'il ne peut évidemment pas y avoir de solution uniquement militaire à ce qu'il se passe au Mali et plus généralement à ce qu'il se passe en Afrique subsaharienne.
Alors on peut dire que le président français sort bientôt d'un quinquennat décevant, voire négatif dans le domaine de la politique étrangère. Est-ce que c'est justement cette perte d'influence de la France en Europe notamment et en Afrique qui peut expliquer ce dérapage aujourd'hui? Alors, il y a aussi effectivement des phénomènes de concurrence tout à fait significatifs. En Afrique et ce qui était considéré encore il y a peu et ce qui est encore considéré comme une sorte de précaré français, une concurrence d'une part de la Chine et d'autre part, et c'est ce qui inquiète vraisemblablement, et il y a eu des déclarations significatives sur ce point, les autorités françaises, ce qu'il se passe au Mali et le fait que les militaires au Mali ont visiblement fait un choix. Alors, jusqu'où vont-ils aller? Il est pour le moment difficile de le savoir, mais se tournent du côté de la Russie et du côté d'un certain nombre de groupes de mercenaires, ce qui évidemment inquiète au plus haut point les autorités françaises qui craignent là de perdre des points d'appui très significatifs, à la fois sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire. Et rappeler que globalement, la France s'est toujours accommodée de régimes autoritaires, voire de régimes dictatoriaux, pourvu que ses intérêts soient défendus efficacement dans cette zone. Pourquoi à ce moment-là cette attaque envers l'Algérie? Pourquoi ces considérations sécuritaires, géostratégiques au Mali? Et on a vu comment le président Macron a répondu au Premier ministre malien. On a vu que cette réponse cinglante, hein, voire haineuse, envers le Mali. Il parle d'un gouvernement dénué, nul en termes de légitimité. Pourquoi s'en prendre à l'Algérie aujourd'hui? Quel est le lien avec ces revers diplomatiques français? À dire vrai, je l'ignore, mais je l'ignore parce que, encore une fois, je ne suis pas sûr du tout que la déclaration d'Emmanuel Macron relativement à l'Algérie soit d'abord et avant tout déterminée par des considérations diplomatiques et géopolitiques. Je reste assez convaincu que ces déclarations sont d'abord et avant tout déterminées par le contexte politique français et par le contexte électoral dans lequel nous sommes. Emmanuel Macron étant visiblement prêt à assumer une dégradation significative des relations entre la France et l'Algérie pour, encore une fois, conquérir ou reconquérir ou conserver une partie d'un électorat de droite, voire plus, qui est très sensible aux questions mémorielles et très sensible aux relations entre la France et l'Algérie. Il y a ce parallèle qu'Emmanuel Macron a fait entre la colonisation française et ce qu'il appelle la colonisation turque en Algérie, ottomane. Pourquoi a-t-il fait justement ce rappel ou ce parallèle avec la colonisation turque, ottomane en Algérie? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté, là encore, d'ouvrir une brèche avec la Turquie aussi? Entre l'Algérie et la Turquie, c'est ce que je veux dire. Il me semble que rappeler la colonisation ottomane en Algérie relève non pas d'une opinion mais d'un fait historique. Et de ce niveau-là, je ne vois pas très bien en quoi cela pourrait froisser si peu que ce soit les autorités algériennes dans leur relation avec la Turquie, puisque les choses sont parfaitement établies. Il me semble que cette déclaration visait sans doute là aussi et là encore plus au fond à banaliser la colonisation française et à faire croire que la colonisation française au fond avait procédé comme la colonisation ottomane. Or, c'est une façon effectivement de banaliser la colonisation française, c'est une façon d'euphémiser ce qu'elle a été en faisant croire que les modalités de la domination française, son rapport avec les populations autochtones, son rapport avec les populations indigènes, le rapport à la propriété des autochtones était le même. Or, nous savons, et de ce point de vue-là, depuis que le général Bugeaud a été nommé gouverneur de l'Algérie, que la colonisation française s'est traduite par, d'une part, des massacres qui sont beaucoup plus significatifs que ce qui avait eu lieu antérieurement, et parce que Pierre Bourdieu avait qualifié de véritable chirurgie sociale, qui s'est traduite, cette chirurgie sociale extrêmement brutale, par des spoliations de terres qui portent sur des centaines de milliers d'hectares et qui ont débouché sur le transfert de terres autochtones au profit de citoyens français ou au profit d'Européens.
Et de ce point de vue-là, je crois qu'il s'agissait, entre autres, de faire croire qu'au fond, colonisation française ou colonisation ottomane, les choses étaient à peu près équivalentes. J'ai la conviction, pour avoir longtemps travaillé, entre autres, sur la guerre de conquête, que je qualifie de guerre totale, celle qui a été menée par le général Bugeaud à partir des années 1840, que ce parallèle ne tient pas et qu'il a pour objectif, encore une fois, d'occulter ou en tout cas d'euphémiser l'extraordinaire brutalité de la guerre, de la conquête et de la colonisation française. Alors, vous parlez justement de déni de cette violence, de la violence perpétrée durant toute la période coloniale en Algérie. On revient un petit peu à ce contexte préélectoral en France. En 2017, on le disait, Emmanuel Macron il était alors candidat à la présidentielle et avait qualifié cette colonisation française de crime de guerre et crime contre l'humanité. Il s'était engagé, comme on le disait, y compris pendant son mandat en cours, de produire des gestes forts en signe de regret sans les exprimer ouvertement. Est-ce que le président français n'est finalement pas aujourd'hui pris en tenaille par ces cercles réactionnaires qu'il a échoué à neutraliser? Pris en tenaille, l'expression ne me convient pas forcément parce que, encore une fois, qu'il y ait des pressions de l'extrême droite, des républicains et d'un certain nombre de cercles nostalgérie en France, assurément, reste à expliquer les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron y est aussi sensible. Et au fond, il y est aussi sensible parce qu'il a fait un choix politique qui est de flatter l'électorat de droite, voire d'extrême droite. Et on peut donner toute une série d'exemples qui témoignent de cela. Mais vous le dites, pardonnez-moi, vous le dites vous-même, vous l'avez un peu prévu vous-même, Monsieur Lecourt-Grandmaison. Vous avez parlé des commémorations qui s'annoncent en 2021 comme en 2022, lors du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Vous dites nul doute que les représentants et représentantes de ces organisations réactionnaires vont dans un contexte politique particulièrement important, en raison de la proximité des élections présidentielles, donner de la voix et s'opposer plus que jamais au changement. La duplicité du discours du président français, notamment sur la question des archives aussi, a été donc avérée. C'est ce que vous dites. Oui, mais encore une fois, je pense que la chose vient de loin. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent que la loi du 23 février 2005 qui établit une glorification des bienfaits officielle de la colonisation française et qui établit effectivement les supposés bienfaits de la colonisation française, et que cette loi du 23 février 2005 est ainsi libellée dans son article 1er qu'il reconnaît et reconnu, je cite, l'œuvre de la France en Algérie notamment, et il n'est pas besoin d'ajouter l'adjectif positif pour signifier que cette œuvre est évidemment implicitement jugée positive, que cette affaire vient de loin et que la loi du 23 février 2005, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, n'a pas été l'épilogue d'une réhabilitation du passé colonial, mais bien au contraire, le prologue d'un combat qui n'a cessé du côté de l'UMP, des Républicains aujourd'hui, du Rassemblement national désormais, d'Éric Zemmour, faut-il le rappeler, mais aussi de quelques philosophes ou prétendus tels comme Ala Finkielkraut, qui déclaraient dans un journal israélien que la colonisation française avait pour objectif d'apporter la civilisation aux races et aux peuples qui, jusqu'à présent, n'en avaient pas bénéficié. Donc, nous assistons depuis longtemps en France à une extraordinaire réhabilitation du passé colonial français. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron ne combat pas celles et ceux qui cherchent à réhabiliter ce passé colonial français. Au contraire, globalement, il les satisfait, en tout cas cherche à les satisfaire ou à satisfaire certaines fractions de cet électorat pour des raisons qui sont évidemment liées aux échéances électorales à venir. Mais plus qu'un électorat, vous dites en substance que le système en France est basé sur une doxa mémorielle aujourd'hui dominante et qui empêche toute percée de l'écriture, de la mémoire. C'est plus qu'un bassin électoral. Les propos du président français s'adressent... la portée de ces propos va plus loin que les élections présidentielles.
Alors, vous avez raison de souligner, cette doxa nationale républicaine est conjoncturellement aggravée par la situation politique que nous connaissons, mais effectivement, on pourrait dire au fond que cette doxa nationale républicaine, cette mythologie nationale républicaine, pose au fond un principe qu'on pourrait qualifier de principe immunitaire. Là où la République existe, il ne saurait y avoir au fond de crimes de guerre et moins encore de crimes contre l'humanité commis dans les colonies. Là où la République existe, il ne saurait y avoir de crimes d'État ou de crimes contre l'humanité commis en France, à Paris en particulier. Je pense bien sûr au 17 octobre 1961. Je pourrais ajouter d'ailleurs que ce dispositif que je qualifie d'immunitaire fonctionne également pour disqualifier celles et ceux qui, en France, estiment que les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, les habitantes et les habitants des quartiers populaires, sont victimes de discrimination systémique et sont victimes de violences policières qui, de mon point de vue, relèvent d'un racisme d'État. Je rappelle qu'en ces matières, l'État français, pardonnez-moi, Oui. a été condamné par la Cour de cassation pour des questions de contrôle au faciès. Et c'est bien l'État qui a été condamné, ce ne sont pas les fonctionnaires de police. Et si c'est l'État qui a été condamné, c'est parce que ces fonctionnaires de police obéissent à des consignes, à des ordres écrits et ou oraux. Et qui ont été protégés par l'État lui-même. Et qui sont effectivement protégés par l'État. Ouais. D'où effectivement les plus grandes difficultés qu'il y a en France à reconnaître que l'État français, mais faut-il le rappeler, c'est encore une proposition trop générale, lorsqu'on parle de la guerre d'Algérie, ce sont deux républiques qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, d'où la très grande difficulté effectivement à faire entendre cela et à faire admettre cela, comparativement d'ailleurs à d'autres pays étrangers. Je rappelle que l'Allemagne a reconnu, il s'agit d'un crime d'une autre nature, puisqu'il s'agit d'un crime de génocide, a reconnu le génocide perpétré dans ce qui était à l'époque des colonies allemandes, aujourd'hui la Namibie, le génocide perpétré par le général Lothar von Trotha en 1904 contre les tribus Nama et Herero. Je rappelle que la Grande-Bretagne également a reconnu les crimes coloniaux commis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au Kenya, que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, justement, c'était l'objet de ma question. Comment expliquer que la France, pardonnez-moi, je pose la question, comment expliquer que la France soit la seule à résister justement à ce processus de repentance, j'ai envie de dire? En ce qui me concerne, je n'emploie pas le terme de repentance, parce que c'est un terme utilisé par celles et ceux qui s'opposent à la reconnaissance. De reconnaissance des crimes coloniaux. Reconnaissance des crimes, absolument. Les raisons sont diverses, notamment celle-ci. Le passé colonial de la France fonctionne au fond comme un véritable révélateur photographique qui met à mal la mythologie nationale républicaine, qui met à mal les mythologies partisanes, notamment la mythologie partisane du Parti socialiste et de son ancêtre la SFIO, mais également la mythologie partisane du Parti communiste, dont il faut rappeler que jusqu'en 1962, la direction du Parti communiste ne se bat pas pour l'indépendance de l'Algérie, mais se bat pour la paix en Algérie, ce qui est évidemment tout à fait différent. Rappelez que les députés du Parti communiste ont voté les pouvoirs spéciaux, ce qui, au sein du Parti communiste, a provoqué des tensions extrêmement fortes. Et enfin, ce passé colonial de la France porte atteinte à des mythologies, j'allais dire, personnelles, et entre autres, éventuellement celle du général de Gaulle, et relativement à la Ve République, rappelez Michel Debré, Premier ministre lors des massacres du 17 octobre 1961, et Michel Debré, Premier ministre, mais aussi rédacteur de la Constitution de la Ve République. L'ensemble de ces éléments rendant plus particulièrement, je pense, difficile la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis effectivement par plusieurs républiques, la 4e et la 5e entre autres. Je voudrais vous faire réagir encore une fois sur vos écrits, puisque vous dites encore que le consensuel devoir de mémoire que tous défendent est depuis longtemps au service du renoncement, puisqu'il permet d'éviter de se prononcer de façon précise sur la qualification juridique et politique des faits, commémorer à minima pour se soustraire à une reconnaissance pleine et entière, se soustraire aussi et peut-être surtout à la justice, une condamnation
internationale, judiciaire, contre les crimes coloniaux de la France. Ça ferait très mal à la France aujourd'hui? Alors, tout d'abord, rappeler que, effectivement, j'oppose d'un côté le devoir de mémoire qui, sur un certain nombre de points, notamment le 17 octobre 1961, réunit du Parti socialiste jusqu'à un certain nombre de forces de gauche, la chose est désormais acquise. Et il y aura effectivement une commémoration le 17 octobre 2021 au Pont Saint-Michel, et la maire de Paris sera présente. Sans doute y aura-t-il d'autres maires en France présents pour rappeler ce qui a été perpétré le 17 octobre 1961. Mais ce n'est pas une reconnaissance de l'État. En tout cas, pour se féliciter de ce devoir de mémoire, mais encore une fois, ni du côté d'un certain nombre de maires, et pas du côté du maire de Paris, et moins encore du côté des plus hautes autorités de l'État, nous n'avons, le nous étant ici non pas un nous de politesse, mais un nous collectif, celles et ceux qui attendent une reconnaissance claire, précise et circonstanciée des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, jusqu'à présent, le devoir de mémoire a effectivement fonctionné comme ce qui permet d'éviter d'avoir à qualifier précisément le crime, qui permet d'éviter d'avoir à nommer les criminels. En l'occurrence, et relativement au 17 octobre 1961, Maurice Papon, le gouvernement français et ultimement l'État français, autrement dit, donner une adresse à ce crime et donner un nom à ce crime. Et une condamnation judiciaire internationale? Alors, les condamnations judiciaires, rappelez ici la mémoire de la regrettée avocate Nicole Dreyfus, avocate du FLN, faut-il le rappeler, qui par la suite a mené des actions et a cherché à engager des actions relativement au 17 octobre 1961, en arguant du fait qu'elle qualifiait les massacres du 17 octobre 1961 comme crimes contre l'humanité, mais que ces actions en justice n'ont jamais débouché, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'accord, ni d'accord politique, et évidemment pas d'accord, si je puis dire, judiciaire, pour qualifier les massacres du 17 octobre 1961 comme crimes contre l'humanité. Il n'y a pas non plus d'accord pour qualifier les crimes de la colonisation comme tels. Alors, vous les voyez comment, pour terminer cette émission, Monsieur Olivier, le cours Grand Maison, vous la voyez comment, la suite des relations entre les deux pays qui sont passés par des crispations, des crises multiples, mais peut-être jamais de ce niveau-là. Comment vous voyez la suite des événements? En tout cas, du côté de Paris. Il m'intéresse au fond davantage les déclarations peut-être à venir, mais je n'en sais rien, au fond, d'une part relativement au massacre du 17 octobre 1961 et d'autre part relativement au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et de ce qui est appelé de l'autre côté de la Méditerranée, à juste titre, la guerre de libération nationale. Et donc je pense qu'il serait souhaitable, même absolument indispensable, que 60 ans après ces faits, et comme cela, encore une fois, a été rendu possible dans d'autres États étrangers et d'autres anciennes puissances coloniales, que les choses soient dites, que les mots de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité soient enfin employés, et que symboliquement, politiquement, justice soit enfin rendue aux victimes et à leurs descendants, à défaut, hélas, de procès, puisque une partie des acteurs, pour ne pas dire l'essentiel des acteurs de ces guerres, ne sont plus de ce monde et qu'il n'est plus possible, évidemment, d'engager des actions en justice contre cela. Alors, 60 ans après la fin de la guerre de libération nationale, pour nous, les Algériens, aujourd'hui, se voir remettre en question la notion d'État-nation pour les Algériens. Est-ce que vous ne pensez pas, juste vraiment pour terminer là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le point de rupture en évoquant ceci particulièrement? Au fond, Emmanuel Macron, peut-être ignore-t-il, reprend en partie des analyses qui avaient été celles de Maurice Thorez, dirigeant du Parti communiste français, qui déclarait que le peuple algérien était un peuple en formation. Il déclarait ça dans les années 1930. C'est effectivement, ça a été perçu à juste titre, je parle là de la déclaration d'Emmanuel Macron, comme une attaque inadmissible, mais encore une fois, je pense et je réitère le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'entendre les autorités algériennes. De mon point de vue, je crois qu'il est également extrêmement important
au-delà de ces autorités, d'entendre celles et ceux qui, des deux côtés de la Méditerranée, que ce soit en Algérie ou en France, militent depuis fort longtemps pour la reconnaissance des massacres coloniaux en général, des massacres commis en Algérie en particulier, et des massacres du 17 octobre 1961 plus spécifiquement, puisqu'ils vont être commémorés dans quelques jours en effet. Olivier Lecourt, Grand Maison, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Je rappelle que vous êtes politologue et universitaire. Merci. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir été parmi nous. Restez-nous fidèles. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes. Bonsoir.